soir, je vais vous laisser entre les mains de Dominique, qui va nous parler de la sensibilité de l'entrepreneuriat. Voilà. Ils sont à toi pendant 30 minutes. Mon expérience m'a montré qu'entreprendre quand on est sensible n'est pas facile. Donc ça génère des difficultés, parfois c'est source d'arrêt ou en tout cas de ne pas faire suffisamment grand. Les personnes que j'accompagne sont souvent des personnes très sensibles et du coup on a mis en place des choses complètement différentes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais un peu dire qui je suis, puis après c'est effectivement, on va parler du sujet de la sensibilité. On entend souvent dire quand on veut entreprendre, démarrer des nouveaux projets, etc. Ou parfois on l'a entendu quand on était petit, c'est de dire voilà, c'est pas fait pour vous, quoi. Vous êtes trop sensible, quoi. Ce sujet-là, vous n'y arriverez pas. Et en fait, c'est faux, on peut arriver à tout, mais il faut vraiment savoir quelle typologie de sensibilité on a et sur quoi on peut s'appuyer pour entreprendre. Voilà. Ensuite, le troisième point, c'est de dire comment la sensibilité peut devenir votre force. Je vais faire assez vite puisque c'est en 20 minutes, donc je ne pourrais pas tout dire sur l'entrepreneuriat et la sensibilité. Mais bon, l'idée, c'est que vous ayez un aperçu de ce qu'il faut faire et sur quoi il faut se baser pour y arriver. Voilà. Donc qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, à la base j'ai travaillé pendant 20 ans dans un groupe militaire qui travaille pour l'armée, pour la défense du Mont Thalès. Donc j'en suis partie, pourquoi? Donc je suis quelqu'un qui est sensible, et ceux qui me connaissent savent que je suis même hyper sensible. Donc je suis partie, pourquoi? Parce que ça manquait de sens et je manquais surtout beaucoup d'autonomie. Ce sont deux choses qui sont très importantes pour les gens sensibles. C'est compliqué quand vous avez un petit garçon et qui dit à son instinct, il se trouve que mon ex-mari à ce moment-là travaillait chez Total, papa il vend du pétrole et maman elle vend des armes. Il y a un moment quand vous entendez ça n'a plus de sens. Donc ça n'a plus de sens et à ce moment-là vous prenez un gros choc. Et pour quelqu'un qui est sensible, les gros chocs c'est difficile à s'en remettre quand on ne sait pas les assumer. Voilà. Donc j'en suis partie et j'en suis partie pour finalement un truc beaucoup plus petit puisque là on est sur 60 000 personnes et on arrive sur une PME. Une PME que vous ne connaissez pas, qui est dans le Maine-et-Loire, mais ceux qui prennent l'avion voient les produits parce qu'en fait ce sont les toilettes des aéroports de Paris. Voilà, c'est ce que ça faisait. Voilà, donc ça on a... Donc là aussi j'en suis partie parce que, une autre raison, je ne partageais pas les mêmes valeurs. Donc ensuite, comme j'habitais dans le Maine-et-Loire, je me suis mis à faire ce que j'avais vraiment envie et ce qui est vraiment ma passion, c'est de conseiller et de coacher les gens. Mais j'en suis également partie parce que ça manquait de sens. Et à chaque fois que ça manque de sens, quand on est sensible, on n'y arrive plus. En tout cas, on le fait mal. Et il y a un moment où il faut sortir de là, parce que sinon, c'est une boucle, une spirale infernale. Et donc ça manquait de sens. Pourquoi? Parce que c'était le Maine-et-Loire, et que finalement, je ne suis pas du tout originaire de cette région-là. Donc ça peut être beau. Il y a un moment, si vous n'êtes pas bien ancré là où vous avez envie d'être, là où la vie a du sens pour vous, ça ne marche pas. Et donc du coup, effectivement, je suis arrivée ici et je travaille essentiellement sur le BAB et sur Bordeaux, parce que pour moi c'est une zone de sud-ouest et je suis originaire du sud-ouest. Voilà. Et donc là, ça commence à prendre du sens. Donc qu'est-ce que je fais et pourquoi je parle de ce sujet-là ce soir? C'est parce que j'ai 3 domaines d'activité. Il y a un premier domaine d'activité où j'accompagne les femmes, et effectivement je travaille dans un incubateur où il n'y a que des femmes, à la création d'entreprises. Alors pourquoi les femmes? C'était un choix de ma part, et aussi parce qu'avec des femmes et un incubateur de femmes, on peut tester des choses qu'on ne teste pas dans un incubateur classique à l'entrepreneuriat. On peut travailler sur les peurs, on peut travailler sur différents outils, et on peut travailler effectivement, on peut rentrer ces notions de sensibilité, alors que dans un incubateur classique, on n'a pas cette possibilité-là, on reste beaucoup plus rationnel. J'ai un deuxième sujet, c'est le bien-être au travail, le leadership, et un troisième sujet, c'est l'accompagnement des gens hypersensibles. Tu n'es pas fait pour ça, tu es trop sensible. Voilà, on entend souvent cela, et je l'ai moi-même entendu quand j'ai créé ma boîte, quand j'ai voulu quitter Thalès, on m'a dit non, ne pars pas. Tu es bien salarié, tu as une certaine sécurité, etc. Ne te mets pas à ton compte, tu ne pourras pas y arriver, tu es trop sensible. Effectivement, je suis très sensible et il y avait des choses, je me suis mis à les faire comme tout le monde et ça n'a pas marché. Voilà. Donc oui, certaines personnes sont beaucoup plus sensibles que d'autres et dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat, ce qu'on remarque chez ces personnes-là qui sont sensibles, c'est qu'il y en a 20 à 25% des personnes qui ne se lancent pas. Elles suivent un accompagnement d'entrepreneuriat et elles ne se lancent pas même si tous les indicateurs sont ouverts. Parce qu'il y a un vrai problème de confiance en soi, il y a des vraies peurs. Et on a beau les mettre en avant, etc., ça ne démarre pas. Et pourtant, tous les indicateurs sont ouverts, les idées sont bonnes,
la stratégie est bonne, les gens ont tout pour réussir et ils ne se lancent pas. Ils hésitent à se projeter, ils hésitent à voir grand. Parce que voir grand, entreprendre, c'est aussi arriver à avoir une belle estime de soi et c'est surtout arriver à se dire je vais arriver à concilier ma vie pro et ma vie privée. Pour des gens qui sont sensibles, c'est vraiment très très important parce que c'est là où on acquiert des bases, c'est là où on acquiert sa stabilité. Et puis après, il y a aussi un autre sujet qu'on voit chez les gens qui sont sensibles dans les accompagnements, c'est qu'ils arrivent à mettre en œuvre leur projet, donc ils démarrent leur entreprise, et puis c'est très très compliqué après la deuxième phase ou la troisième phase, c'est-à-dire faire grandir ça, c'est-à-dire passer le cap des 2 et 3 ans. Alors c'est difficile pour tout le monde, on est d'accord, hein, mais pour ces personnes-là, c'est encore plus difficile, parce que c'est à ce moment-là où il faut vraiment savoir se vendre, et pour les gens qui sont sensibles, c'est encore plus compliqué que pour les autres. Il y a aussi une notion de créativité. Quand on est sensible, on est plus créatif que les autres, et donc du coup on se disperse beaucoup plus vite que les autres. Voilà. Donc ça veut dire qu'avant de commercialiser un produit, on va passer à la création de l'autre. Et on ne va pas arriver du coup à développer son business. Et puis après, il y a également une notion qui est celle-là, c'est la notion de réussite et de pouvoir. Ce sont 2 mots que les gens sensibles n'aiment pas. Voilà. Et donc ce sont des mots qui sont considérés presque comme des gros mots ou des mots sales. Alors qu'en fait, il n'y a pas de problème avec ce sujet-là. Il n'y a pas de problème avec le pouvoir, il y a un problème avec l'abus de pouvoir. C'est tout. La sensibilité est effectivement souvent une faiblesse. Voilà. On peut la considérer comme une faiblesse parce qu'effectivement, si on n'y prête pas attention, on va vite aller vers des écueils. Voilà. Mais le problème, c'est une force ou une faiblesse. Ça ne peut pas être rien. Vous ne pouvez pas ne pas faire attention à votre sensibilité. C'est soit vous allez tomber dans la force, soit vous allez tomber dans la faiblesse, mais il faut vraiment le décider. Et c'est à vous de choisir. Personne ne va vous aider, si ce n'est vous. Et au contraire, tous les avis qu'on va vous donner, d'accord, vont peut-être vous déstabiliser. Donc il faudra prendre ça avec vraiment beaucoup de précautions, quel que soit le conseiller que vous ayez, quel que soit le coach que vous ayez, quel que soit l'ami que vous ayez sur le sujet. Donc quand je dis c'est à vous de choisir, c'est qu'il va falloir équilibrer. Donc c'est là où ça commence peut-être à être un peu petit. Donc le premier point, c'est finalement, pour les gens sensibles, la problématique, c'est un besoin de sécurité et également de la confiance en soi. Ce qui va se passer, c'est soit vous pouvez décider que oui, la sécurité c'est vraiment important pour vous, et la confiance en soi est une problématique. Cependant, comme vous savez tout ça, comme vous tournez ça dans votre tête ou dans votre corps aussi souvent que possible, vous pouvez soit vous en servir pour apporter de la sécurité à vos clients, c'est-à-dire que les produits que vous allez créer, les services que vous allez donner, vous allez leur mettre plus de sécurité. Et c'est ça que vous allez vendre. Et c'est ça qui va faire que vos clients seront confortables. Ensuite, il y a une notion de créativité et de structuration. Donc quelqu'un qui est sensible, qui a une sensibilité développée, a vraiment beaucoup de créativité, en règle générale. Et la notion de structuration n'est pas forcément son kiff. Ou alors, au contraire, il se met et il se blinde derrière la structuration et il ne laisse pas ses idées se laisser aller. C'est des 2 extrêmes. Donc il y a 2 choses. Quand vous avez beaucoup de créativité, il va falloir la mettre dans vos offres de manière à ce qu'elle soit pertinente et il va falloir essayer d'éviter de procrastiner. Donc tout ça, c'est un équilibre. Après, il y a une autre notion avec les sensibles, c'est l'empathie. Donc voilà, donc en règle générale, les gens qui sont sensibles ont beaucoup d'empathie. C'est une qualité ou c'est un défaut. Vous pouvez le voir des 2 côtés, d'accord? Ça va devenir votre force ou ça va devenir votre faiblesse. C'est à vous de choisir. Si vous voulez que ça devienne, si ça devient votre faiblesse, c'est parce que vous ne saurez pas dire non. Et vous allez trop donner. Donc vous allez trop donner soit à vos clients, c'est-à-dire que vos consultations d'1 heure vont déborder et durant 1h15, 1h30, enfin, etc. Et vous ferez payer toujours le même prix parce que vous aurez vraiment envie de trop donner. Ou alors, au contraire, vous vous servez de cette empathie-là pour améliorer les relations avec le client. Il ne s'agit pas de donner 1h30 alors qu'on pourrait donner 1 heure, il s'agit de donner bien. Voilà. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est l'émotivité. Donc il y en a plein d'autres, j'en ai mis que 5, mais il y en a plein d'autres. Mais il y a l'émotivité. Donc effectivement, quelqu'un qui est sensible est plus émotif que quelqu'un d'autre. Donc il y a 2 options. Entreprendre, c'est vraiment beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui est émotif. Parce que
L'entrepreneuriat, il faut toujours être sur le front, il faut travailler plus que les autres, il faut être souvent, la plupart du temps, tout le temps positif. Et c'est très compliqué quand on est émotif d'être tout le temps positif et d'avoir tout le temps la banane. Mais surtout, votre émotivité, il va falloir vous en servir pour le mettre dans l'image de marque de vos produits. Vous êtes émotif, vous êtes sensible, ça veut dire que vos produits, quand vous allez les vendre, d'accord, il faut que sur le papier, sur le site internet, etc., ça se sente. Ça veut dire que vos clients seront des émotifs, ça veut dire que déjà c'est une cible énorme parce qu'il y a déjà 20% ou 30% de la population qui est comme ça. Donc déjà, si vous captez ce marché-là, parce que vos clients vous ressemblent, ça sera déjà beaucoup. Alors effectivement, dans les émotions, il y en a beaucoup. Hein. On va limiter la tristesse, on va l'enlever, parce que vendre des produits tristes, ça ne va pas le faire, sauf si vous êtes sur des créneaux, etc. Mais même dans les produits funèbres, il faudrait mettre un peu de créativité et de créativité. Mais effectivement, en tout cas, voilà, les émotions sont là. Elles peuvent être plus de la colère ou plus de la peur, ou etc. Les émotions, vous en avez une chez vous qui est plus forte que les autres, c'est celle-là qu'il va falloir mettre dans vos produits. Des gens qui, en termes d'émotions, vont plus tendre vers la peur, eh bien leurs produits devront aller vers la sécurité, parce que la sécurité compense la peur. Les gens qui ont comme émotion plus la manière de se mettre en colère, alors à ce moment-là, dans vos produits, c'est plus l'action qu'il faudra mettre en avant, ce genre de choses. Mais il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Si vous restez avec, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi une quête existentielle, une quête de sens. Voilà. Donc parfois, cette quête de sens, elle est tellement forte chez vous que finalement vous allez avoir du mal à convaincre. Parce que les clients en face, ils sont quand même un peu rationnels. Alors ça dépend de ce que vous vendez, mais même si vous vendez de l'énergétique, ou des sujets qui sont finalement impalpables, les gens que vous avez devant, ils ont quand même besoin d'un minimum de structure et un minimum de rationalité. Donc cette quête de sens, c'est pareil. Soit vous vous en servez, c'est-à-dire que vous mettez vraiment beaucoup de sens dans votre image de marque, dans votre site internet, dans votre logo, etc. Donc tout ça, vous le mettez là et ça sert pour l'image de marque de votre marque. Soit alors, si vous en avez trop, vous allez manquer de stratégie. Donc si on ne prête pas attention à ces points-là, il y a des risques. Ouais, alors les risques, c'est quoi? J'en ai mis 3. Donc il y en a un, c'est effectivement, vous avez vu là, c'est le mec qui ne voit pas bien, mais sur le truc, mais c'est un faux départ, c'est-à-dire que vous avez tout prêt et puis finalement vous ne partez jamais, ou parce que vous ne serez jamais assez prêt, vous allez attendre trop longtemps, vous allez procrastiner, vous allez vous poser 25 000 questions, etc. Et vous allez mettre beaucoup de temps à partir, et finalement vos clients, vos concurrents, ils vont partir avant vous. Après, il y a le deuxième risque, c'est de voir trop petit. Donc on a dit, les gens sensibles, ils ont du mal à se projeter et à voir grand. Ce qui fait que finalement, en règle générale, comme ils se disent, voilà quoi, je vibre trop fort quoi, quand j'ai des problèmes, quand je vais avoir, si j'envisage d'avoir des problèmes juridiques, si la vie d'une entreprise c'est ça, il faut traiter le juridique, il faut traiter l'administratif, il faut traiter la compta, il faut traiter plein de choses, d'accord? Et donc on a déjà très peur de ce genre de choses avant même d'y mettre des pieds dedans. Ce qui fait qu'on commence par faire un truc petit, en se disant si je fais petit, j'aurai moins d'emmerdes. Et c'est faux. Parce que finalement, on peut avoir autant d'emmerdes avec un truc petit qu'avec un truc grand. D'accord? Et par contre, si vous faites petit, les grands vont souvent vous bouffer, quoi. Voilà. Et puis le troisième sujet, c'est finalement, quand on est sensible et qu'on ne fait pas attention à ses émotions, qu'on procrastine trop, et là, c'est surtout quand la boîte a vraiment quelques années, etc., on commence à fatiguer énormément si on ne fait pas attention à soi, si on ne prend pas de temps pour soi. Et donc parmi les gens sensibles, parmi les gens hypersensibles, c'est là où on trouvera le plus de burn-out, ou de pré-burn-out, ou ce genre de choses. Donc oui, quand on entreprend, il faut bosser un peu plus que la moyenne, et si on ne prend pas attention à soi, c'est ce risque-là qu'on court. Voilà. Donc d'abord, c'est 3 conseils, et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc petit 1, c'est prendre sa responsabilité, c'est oui, je suis sensible. D'accord ? Il faut se l'avouer, il y a un moment, il faut le poser et se dire qu'est-ce que je fais quoi. Et quand on est sensible, plus que les autres, il faut prêter attention à sa santé. Parce que sinon, ça va déraper très très vite. Donc plus on est sensible, et plus il va falloir trouver du temps pour soi, du temps pour des loisirs, du temps pour évacuer le stress. Et pourtant, entreprendre nécessite de bosser énormément. Mais si on ne prend pas un minimum de temps, alors je ne dis pas 10 jours par mois,
Mais si on ne prend pas un minimum de temps de manière régulière et qu'on ne le coche pas dans son agenda et qu'on ne le respecte pas, on court à la cata. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est de partager et d'échanger avec ses pairs. Et quand je dis avec ses pairs, c'est finalement avec des gens qui sont aussi sensibles que vous. Parce que parler de vos difficultés à entreprendre ou des difficultés que vous pouvez rencontrer avec des gens qui entreprennent mais qui n'ont pas cette même sensibilité, ça peut être encore plus déconcertant. C'est-à-dire que leur solution, ou ce qui va leur sembler très simple, ne vous conviendra plus souvent que les autres. Il va falloir que je me pose pour prendre du recul, pour voir ce que je suis en train de faire, et pour voir à 3 mois ce que je vais donner, et pour voir à 6 mois, etc. Donc on est vraiment sur prendre du recul, et beaucoup, beaucoup plus que les autres. Et donc là, il y a une phrase de MC Solar que j'aime bien, c'est prendre du recul, c'est prendre l'élan, quoi. D'accord ? C'est aller de l'avant et c'est prendre de l'élan. Ça permet, on se pose, mais ça sert à quelque chose. Ça sert à aller de l'avant, mais ça sert à aller beaucoup plus vite après, quoi. Voilà. Donc prendre du recul, c'est quoi ? Ça, c'est comme lâcher prise, c'est des mots, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc prendre du recul sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça en 5 étapes, nous, et on fait ça. Donc la première étape qu'on fait, c'est d'écrire son rêve à 10 ans. C'est-à-dire quand on entreprend quelque chose, quel que soit l'âge à laquelle on démarre l'entrepreneuriat. Voilà. Donc se positionner à 2 ans, 3 ans, c'est pas suffisant. D'accord ? Un business model, un business plan, quand vous le présentez à la banque, c'est sur 3 ans ou 5 ans, c'est pas suffisant. Il faut rêver beaucoup plus loin. Et il faut y réfléchir en mettant en parallèle votre vie privée et votre vie pro. Parce que si dans 10 ans vous avez envie de, je sais pas moi, de ne plus travailler ou d'avoir des revenus qui tombent tout seuls, eh bien c'est différent. Parce que ça veut dire que ce que vous allez faire, vous allez vouloir le multiplier et faire un principe de licence par exemple. Ensuite, une fois qu'on a écrit son rêve, il faut poser ses freins. Donc par exemple, savoir se vendre est une difficulté. En général pour les gens qui sont sensibles. Mais ces freins, il faut les séparer en deux. C'est-à-dire il faut dire quelle est la partie technique et la partie émotionnelle d'un même frein. Donc savoir se vendre, est-ce que c'est parce que je n'ai aucune technique de vente, parce que je n'ai pas été formé à ça, et là c'est un frein qui est technique, d'accord ? Et puis savoir se vendre, est-ce que c'est émotionnellement compliqué pour moi ? Et puis il y a des gens, ils auront beau aller à la formation, émotionnellement c'est hyper compliqué. Donc ce qu'on demande, c'est effectivement de séparer les freins en deux pour savoir sur quoi on travaille. On leur met une note et on travaille sur les freins les plus bas, de manière à les évacuer, et puis ensuite on passe aux autres. Mais comme ça on les a tous faits. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à un principe qui est, ok, j'ai rêvé à 10 ans de quelque chose, alors il faut être réaliste, dans 10 ans, vous ne ferez pas ce que vous avez rêvé. Donc il y a des ambitions à 5 ans. Donc être ambitieux, c'est pas désagréable. Voilà. Donc, tout à l'heure on a vu la notion de réussite, on a vu la notion de pouvoir. Une ambition, c'est pas un mot qui doit faire peur, d'accord ? C'est se dire dans 5 ans, qu'est-ce que je veux avoir réussi ? Et dans 5 ans, j'aurais réussi ça. D'accord ? J'aurais réussi ça en termes de vie privée, j'aurais réussi ça en termes de mon entreprise. Voilà. Donc pour l'avoir réussi à 5 ans, et il faut le faire vraiment dans l'autre sens, hein, parce que si vous le faites comme ça, vous ne savez pas vers où vous allez. Donc vous partez du haut et puis vous descendez. Donc c'est ça. Et bien, pour y arriver, à 2 ans, qu'est-ce que je dois faire ? Et puis pour arriver dans 2 ans, qu'est-ce que je veux faire ? Et bien voilà, qu'est-ce que je fais dans les 6 mois à venir ? Après, la quatrième étape, c'est, et ça je l'ai mis en rouge comme les autres, hein, le rêve, les freins et les valeurs. Donc la quatrième étape, c'est les valeurs. Donc on fait travailler les femmes qui créent leur entreprise sur, finalement, on leur fait trouver quelles sont les valeurs. Parce que ce qui se passe en général, quand on crée son site internet, quand on démarre et quand on réfléchit, on écrit les valeurs de son entreprise. Donc toute entreprise a un site internet aujourd'hui et dans tout site internet, il y a qui je suis et les valeurs de l'entreprise. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder ce que font ses concurrents, on regarde des machins, et puis on fait un mix et puis on met à peu près la même chose, puis on en rajoute une ou deux. Pas tout le monde, mais certaines font ça. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire, bon, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire, mais il y a 2 choses. Il y a les valeurs que vous allez afficher, c'est celles de votre entreprise. D'accord ? Parce que c'est ça que le client veut voir. Et puis il y a les vôtres. D'accord ?
Donc, bien sûr que certaines des vôtres vont être inscrites dans le site internet de votre entreprise. Mais il y a des valeurs à vous qui sont peut-être très fortes et que vous n'allez pas afficher. D'accord ? Par contre, vous allez créer votre boîte en respectant ces valeurs-là, mais vous n'allez pas les afficher. Moi, si je mets une de mes valeurs qui est la liberté, je ne vais pas l'afficher sur mon site internet. D'accord ? Parce qu'on va se dire, cette minette-là, elle rêve de liberté, donc si je viens la voir, elle ne sera jamais là au rendez-vous. D'accord ? Donc ce genre de choses. Ça n'a rien à voir. Je dois savoir qu'une de mes valeurs qui m'est très forte, c'est la liberté. D'accord ? Donc, sachant cela, ça veut bien dire que mon entreprise, je veux la créer différemment. Ça veut bien dire que mon entreprise elle va me permettre d'être libre, dans une certaine limite. D'accord ? Mais il faut que je la définisse. Et il y a vraiment une différence entre mes valeurs et celles de l'entreprise. D'accord ? Donc c'est à peu près le même qu'un cadre de business model classique que les gens utilisent quand on accompagne, si ce n'est qu'on a rajouté des cases supplémentaires. En tout cas, moi j'ai rajouté des cases supplémentaires, c'est-à-dire ici, je mets vraiment mes valeurs. D'habitude, dans un business model classique, je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, ici c'est mon offre de valeur, d'accord ? C'est mes produits, et ce que je fais et ce que j'offre. Et en fait, là, vous écrivez vos valeurs et vous réfléchissez comment vos valeurs impactent toutes les autres cases de votre business model. Donc, comment est-ce que mes valeurs vont impacter mes relations avec mes clients, mes relations avec mes fournisseurs, vont impacter également mes centres de revenus, mes centres de coûts. Donc, comment est-ce que, par exemple, si vous avez une valeur qui est le partage, ou admettons que ce soit vraiment cette envie de partager, d'accord, comment ça va impacter le choix de vos fournisseurs. J'ai une valeur de sécurité. Donc ça veut bien dire que je vais aller tester auprès de tous mes circuits, etc., que cette sécurité, elle existe. D'accord ? Donc j'ai des valeurs un peu antinomiques et ça existe chez d'autres. Hein. J'ai vraiment une valeur qui est très forte, c'est la liberté, mais j'ai une valeur qui est très forte, c'est la sécurité. D'accord ? Donc ça paraît un peu antinomique, mais ça veut dire qu'il faut que toutes les deux, elles soient là-dedans. Il faut que toutes les